Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture, reading vlog, voilà, petite vidéo dont vous avez l'habitude. J'ai terminé le tome 2 de la trilogie de la poussière, et donc le tome 2 qui s'appelle La communauté des esprits. Je vous en avais parlé donc dans le vlog précédent. Il s'agit donc d'un roman écrit par Philippe Pullman et donc il est publié chez Folio Junior. C'est un roman qui comporte des petites illustrations. Donc au début de chaque chapitre, vous avez un espèce de petit dessin pour illustrer le chapitre. Et je trouve ça très mignon. Il y a pas mal de pages, hein. On est à 750 pages, donc c'est quand même un bon gros pavé. Alors si vous m'avez suivi donc dans la précédente vidéo, je vous disais que j'avais pas lu le tome 1. J'ai commencé directement avec le tome 2 parce que en fait c'est un tome que j'ai reçu dans le cadre d'une critique Babelio. Du coup je n'ai pas payé ce roman. Et donc du coup ben voilà, j'ai pas lu le tome 1. Pour autant, je n'ai pas eu de soucis de compréhension d'histoire. Il y a certains petits détails. Voilà, à un certain moment, je comprenais qu'il me manquait des informations pour vraiment saisir toutes les infos qui étaient données dans l'histoire. Mais franchement, ça n'a pas été hyper handicapant. J'ai fait 100 et franchement, j'ai compris l'histoire. Enfin, voilà, j'ai pas eu de soucis majeurs pour comprendre le deuxième tome. En revanche, pour le troisième tome, donc qui n'est pas encore paru, là il est clair qu'il faudra lire le deuxième tome avant, parce que je pense que le troisième tome sera la continuité de celui-ci, puisque ce tome 2 se finit par un énorme suspense, un énorme cliffhanger. Et franchement, quand je l'ai terminé, j'avais qu'une envie, c'est de me jeter dans le tome 3, mais il n'est pas encore dispo, du moins pas en traduction française, peut-être en anglais, j'en sais trop rien, mais moi je lis pas du tout en anglais, donc voilà, j'attendrai la traduction française de toute façon. Et ce roman, ça a vraiment été un coup de cœur. J'ai adoré cette histoire, j'ai vraiment trouvé ça trop bien écrit. Comme d'habitude, Philippe Pullman, franchement il écrit trop bien. Même si c'est une traduction, c'est bien traduit. Et bon, la plume à la base doit être sympa parce que comme j'ai déjà dit, si la plume à la base en anglais est dégueulasse, c'est sûr que la traduction va pas pouvoir rattraper le coche, hein. Donc je suppose qu'en anglais ça doit être encore mieux, mais en tout cas la traduction est très bien. Il n'y a pas de coquilles ni quoi que ce soit. C'est tellement agréable quand tu lis un livre traduit qu'il n'y a pas de coquilles. Le vocabulaire est riche, les descriptions sont riches, mais pour autant c'est pas lourd, c'est fluide, c'est rythmé, on s'ennuie pas du tout. Moi j'avais un peu peur au début des 750 pages parce que je lis quand même rarement des livres qui ont autant de pages. Et donc là je me suis dit mon dieu, mais je vais en avoir pour un mois. Et en fait pas du tout, je sais pas combien de temps j'ai mis. Un peu plus de 2 semaines, mais vraiment j'ai quand même été relativement vite pour lire ce roman. Par rapport à mon rythme de lecture, hein, parce que je suis pas quelqu'un qui lit forcément vite, enfin ça dépend des moments, mais pour le moment je lis pas très vite. Et franchement j'ai été vite pour le lire. Cette édition-ci est hyper agréable point de vue papier, parce qu'en fait déjà c'est pas écrit trop petit, et en plus en fait quand tu ouvres le livre en fait il se referme pas, il tient très bien. Je sais pas si ça porte un nom, le fait que voilà, tu sais, les pages tu peux le laisser ouvert sans devoir forcément le tenir. Et ça c'est un truc que j'aime bien. Moi c'est vrai que lire en papier c'est pas mon truc, je préfère 1000 fois la liseuse, entre autres pour cette raison là. Et en fait ici du coup ça posait pas de problème parce que le livre tient tout seul. Et donc du coup voilà, j'aime bien cette façon de relier le bouquin. Voilà, encore une fois je sais pas comment je ne sais pas, je connais pas les termes techniques, mais en tout cas il est très agréable en prise en main. Et donc voilà, vite fait, en fait ici on se retrouve, je crois que c'est plus ou moins 10 ans après la fin du tome 3 de La Croisée des Mondes. Et on suit donc Lyra avec son démon. Et voilà, il y a plein de problèmes entre eux, ils ne s'entendent plus. Et donc il y a un jour où son démon, Pan, décide de quitter son humain, Lyra. Et voilà, il part. Et Lyra en fait va se mettre en quête de le retrouver. Et donc elle va suivre certaines pistes. Il y aurait un endroit où apparemment les démons qui n'ont plus d'humains, qui ont quitté leur humain, iraient. C'est un hôtel, comment ils appellent ça, l'hôtel, j'ai oublié le nom. Je l'ai lu il y a quand même pas mal de temps là, il y a bien 10 jours que je l'ai fini. Je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bref, cet endroit là, elle va essayer voilà, elle va se mettre en quête de se rendre à cet endroit là. Parce qu'elle espère que du coup Pan ira au même endroit et qu'elle pourra le récupérer, parce que vivre sans lui c'est juste pas envisageable pour elle. Mais il se trouve que cet endroit est très loin, il se situe, je crois que c'est au Moyen-Orient, parce qu'on parle
de Syrie, de Turquie, enfin voilà, je pense que c'est vraiment au niveau du Moyen-Orient et donc elle va devoir traverser de nombreux pays, de nombreuses difficultés pour arriver à cet endroit-là. J'ai tout aimé dans le livre sauf une scène qui m'a vraiment dérangée, non deux, il y a deux éléments qui m'ont vraiment dérangée, une scène et l'autre chose c'est plus un aspect dans l'histoire. Par rapport à la scène, il y a une scène de viol sur Lyra. Et je préfère le dire carrément parce que je sais que ça peut être traumatisant pour certaines personnes. Moi je déteste lire des scènes de viol, c'est un truc qui me... Enfin voilà, j'ai du mal en fait, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et en plus Lyra c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup puisque voilà, j'avais eu un coup de cœur pour la trilogie La Croisée des Mondes. À ce moment là elle avait 11 ans dans l'histoire. Je l'ai déjà dit, mais si mon deuxième enfant était une fille, je l'aurais appelée Lyra. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur. Et ici ben voilà, à un moment donné elle se fait violer par plein d'hommes. C'est pas juste un homme, c'est plein d'hommes. C'est un peu traumatisant comme scène. Enfin je m'y attendais pas en fait de trouver cette scène là. Pour moi, enfin voilà, c'est Folio Junior, donc pour moi c'est un, même si elle a 20 ans dans l'histoire, c'est un livre jeunesse et donc un viol n'a pas à se retrouver dans ce style d'histoire. Donc du coup j'étais un peu choquée et même si c'est pas non plus décrit dans les détails, enfin quand même quoi, tu vois, ils disent quand même dans le livre qu'on arrache sa culotte, enfin voilà, genre de truc quoi. C'est pas, c'est pas, c'est assez malaisant, vraiment, c'est une scène moi qui m'a franchement un peu choquée. Et en plus que ça lui arrive à elle, je sais pas, j'aimais vraiment des réserves sur cette scène là. Apparemment dans le tome 1, il y a aussi une scène de viol. Je le sais parce que dans les souvenirs d'un personnage de l'histoire ici, il revient dans ses souvenirs sur le fait que une femme qui est aussi présente dans le tome 2 s'est fait violer il y a 10 ans. Non, il y a plus que 10 ans, il y a une vingtaine d'années. Enfin bref, quand Lyra était encore tout bébé. Et je sais pas ce que Philippe Pullman a avec les viols dans cette trilogie, mais apparemment ça fait 2 tomes et un viol dans chacun des tomes quoi. Donc je sais pas. Franchement cette scène pour moi n'était pas du tout utile et je comprends pas l'intérêt d'avoir mis cette scène parce qu'elle ne fait pas du tout avancer l'histoire. Elle ne sert à rien en fait dans l'histoire. Oui, ça te montre que Lyra est une femme forte parce qu'elle se laisse pas faire, elle se défend et tout. Mais je vois pas, ça aurait pu être montré différemment. Donc bref, cette scène franchement je la valide absolument pas. Je trouve ça très moche qu'il ait mis cette scène là, c'est dommage. Et alors le deuxième point qui me gêne beaucoup c'est que il y a un personnage donc dans le tome, en fait le personnage du tome 1, Malcolm, le personnage principal du tome 1, on le retrouve dans le tome 2, il fait toujours partie des personnages principaux. On suit Lyra et on suit Malcolm de l'autre côté. Malcolm qui a 11 ans en plus que Lyra, je crois que c'est ça, il a 11 ans, oui. Il a été son professeur quand elle était donc à l'école et en fait il est amoureux de Lyra. En soi, c'est pas dérangeant le fait qu'il y ait 11 ans de différence d'âge, c'est pas quelque chose moi personnellement qui me gêne plus que ça, on s'en fout de la différence d'âge. Mais la façon dont c'est présenté dans le livre, c'est malaisant. Parce qu'à un moment donné, il y a une scène où voilà, il dit que quand elle avait 16 ans, donc lui en avait 27, elle était en train de, je sais pas, d'écrire, enfin bref, d'étudier, de faire un exercice sur sa feuille et il disait qu'il s'approchait d'elle et qu'il sentait son odeur de jeune fille en fleurs, machin. C'est hyper malaisant, surtout que Lyra quand elle avait 16 ans, je pense qu'elle s'intéressait pas forcément, en tout cas à lui, elle s'y intéressait pas du tout. On sent quand même qu'au fur et à mesure de l'histoire, alors ils sont pas ensemble, on sait pas trop ce que Lyra ressent par rapport à lui, mais on devine plus ou moins qu'ils vont finir quand même dans le tome 3 par se mettre ensemble. Voilà, je pense que c'est l'issue qu'il va y avoir. Ouais, je trouve ça malaisant. Franchement la façon dont Philippe Pullman présente les choses, c'est pas très sain. Voilà, c'est pas très sain. Donc il est très très bon Philippe Pullman pour le présenter un univers, les descriptions, tout ça c'est vraiment bien pour l'intrigue, c'est riche, on voit qu'il a plein d'imagination, c'est génial. Mais alors pour tout ce qui est histoire d'amour, je pense qu'il devrait passer son chemin. Parce que je crois qu'il est pas du tout fait pour ça, je pense que c'est pas... non, ça
je sais pas, ça ne va pas. Donc voilà, moi c'est les deux bémols que j'ai pour en tout cas ce tome 2. Pour autant c'est quand même un coup de cœur, hein. J'aime beaucoup, mais je trouve ça dommage que la lecture soit un peu entachée par ces deux points là. Du coup là maintenant je suis passée par à un autre genre littéraire, j'avais envie d'autre chose que de la fantasy. Donc je me suis lancée dans un cozy mystery. Je n'ai jamais lu de cozy mystery de toute ma vie. Quoique je pense que j'en ai lu un quand j'étais en rénové, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, 13-14 ans. J'ai lu Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse. Je me souviens que j'avais lu ce roman là pour l'école. Et je me rappelle que j'avais franchement bien aimé, mais c'est le seul que j'ai lu. J'ai jamais lu d'Agatha Christie ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon style de roman. Mais là, le cozy mystery, apparemment ça revient quand même fort à la mode, il y en a beaucoup, j'en vois énormément sur les chaînes Booktube, sur Instagram et tout. Et du coup j'ai eu envie de me lancer moi aussi dans la découverte de ce genre, parce qu'après tout, ben voilà, il faut ouvrir un petit peu son esprit et ses horizons, je trouve que ça fait du bien. Du coup pour cette découverte, j'ai décidé de lire le tome 1 de Meurtre et pépites de chocolat de... Je crois que c'est comme ça le titre. Je vous mettrai la couverture. Je crois que c'est celui-là le tome 1, c'est Meurtre et pépites de chocolat. De... je sais plus comment elle s'appelle, Joanne Fluck. Un truc comme ça. Vous aurez la couverture, hein, voilà, j'ai pas retenu... Ça c'est le désavantage quand tu lis un livre sur liseuse, parce que oui ce livre là je le lis sur liseuse, et donc du coup le désavantage c'est que tu n'as jamais, tu ne vois jamais en fait le nom de l'auteur ni le titre du livre que tu lis. Mais voilà, j'ai décidé de me danser dans cette lecture, je suis déjà à 60% donc j'ai vraiment bien avancé et j'aime beaucoup, j'adore, franchement je trouve ça génial. J'ai tout le temps envie d'y retourner, je trouve, enfin les pages en fait défilent et en fait on s'en rend même pas compte parce que c'est pas un tout petit roman, il y a quand même bien 500 pages donc on n'est pas non plus dans un roman tout petit et en fait je lis super vite cette histoire parce que ça se dévore, tout simplement ça se dévore, c'est vraiment top. Il y a aussi des petites recettes parce qu'en fait on suit une fille qui a je crois 29 ans qui est pâtissière, donc elle tient le Cookie Jar, c'est donc une pâtisserie, enfin c'est pas une boulangerie mais comment on appelle ça? Je sais même pas si on a des trucs comme ça en Belgique, je crois que c'est un truc qui c'est vraiment américain ou anglophone ce genre de petite boutique où en fait elle fait des cookies mais c'est aussi salon de dégustation quoi, et en fait elle fait que ça, des cookies. Donc du coup on a des petites recettes de cookies, je trouve ça cool. Le problème c'est que comme je lis en liseuse, pour retrouver les recettes et ben c'est pas du tout pratique. Si j'avais su j'aurais peut-être pris en format papier, j'ai pris en numérique parce qu'en fait il y avait eu une promo, je pense que j'ai payé 2 euros, 1,99€ ou 2,99€. C'était vraiment pas cher pour le tome 1 donc du coup je me suis dit que pour découvrir j'allais le prendre vu que s'il était vraiment pas cher, mais je pense que ça aurait été mieux de l'avoir en papier parce qu'il y a des recettes et elles ont l'air trop sympas les recettes. Le souci c'est que les quantités sont mises en format américain et en fait je connais pas du tout en format de chez nous quoi, Belgique. Je sais pas à quoi ça correspond, ils te disent une tasse, ouais mais une tasse de combien? Je sais pas si leurs tasses sont les mêmes que chez nous, enfin voilà, en plus moi j'ai des tasses en veux-tu en voilà de toutes les contenances, donc je ne sais pas trop. À un moment donné ils parlent de mélasse aussi, souvent en fait elle met de la mélasse dans ses cookies, je sais pas ce que c'est de la mélasse, je sais pas, moi en Belgique j'ai pas ça, de la mélasse, ou alors ça porte un autre nom, à mon avis c'est plutôt ça, je sais pas ce que c'est. Mais bon bref, donc donc Anna, hein, qui tient le Cookie Jar, va se mettre à enquêter sur un meurtre qui a eu lieu derrière sa petite boutique et de fil en aiguille elle va essayer de remonter jusqu'à l'assassin parce qu'elle veut aider son beau-frère qui aimerait monter en grade, et donc s'il parvient à élucider cette enquête, et bien il pourra avoir cette promotion, donc elle veut l'aider et voilà, elle va se lancer dans cette enquête et c'est vraiment chouette, ouais, c'est vraiment cool. Moi je suis pas trop tout ce qui est policier et tout, même à la télé, hein, tout ce qui est NCIS, machin, esprit criminel, j'aime vraiment pas ça. Mais ici c'est un cozy mystery quoi, donc c'est pas glauque, c'est pas sanglant, c'est pas... c'est sympa, ouais, c'est cozy. Cozy mystery, ça porte vraiment bien son nom. Donc voilà, j'aime beaucoup cette lecture. J'ai aucune idée de qui est le meurtrier, hein, voilà, jusqu'à présent, mais moi je suis très naïve et je suis vraiment pas douée pour, pour deviner ce genre de choses. Je suis bon public moi, donc du coup là j'ai aucune idée de qui pourrait être le meurtrier. J'ai hâte de voir la résolution de l'enquête. J'ai déjà mis le tome 2 dans ma wishlist Amazon parce que j'aime vraiment bien, mais le tome 2 il est un peu cher, je crois qu'il est à 7,99€, donc je crois que je vais un peu attendre, peut-être qu'il va baisser dans quelques temps, donc voilà, je vais peut-être pas l'acheter tout de suite.
Là je me suis finalement décidée pour acheter le bal des folles. Je l'ai pris en version numérique. La version papier était quasiment au même prix. Je crois que c'était 7,40 € la version poche et 7,99 € la version numérique. J'ai pris la version numérique parce que c'est plus pratique pour moi et parce que je trouve que la couverture est pas belle. Donc voilà, la version numérique me convient totalement. Donc je pense que ce sera ma lecture, ma prochaine lecture après ici le Cozy Mystery. Moi en général quand je lis en numérique je fais toujours comme ça, j'achète pas vraiment de livres d'avant. Ça me permet comme ça de pas avoir 50 000 livres non lus sur ma liseuse, de dépenser plein d'argent pour ces livres qui dorment finalement sur la liseuse. Tandis que si tu les achètes au fur et à mesure, c'est pareil en fait. C'est ça qui est pratique avec une liseuse. Donc voilà par rapport à mes petites lectures du moment. J'ai rajouté quelques livres dans ma wishlist ces derniers temps. Il y a une sortie qui me fait très envie. C'est Iron Widow, le tome 1 de Xiran Jai Zhao. Voilà, désolée pour la prononciation, je ne sais pas, ça doit être un nom chinois, japonais, je sais pas trop quoi. C'est une histoire qui a l'air super sympa, je pense que c'est de la fantasy, ça a l'air assez féministe comme histoire avec des femmes fortes et tout ça, une histoire de vengeance, etc. Ça fait un peu penser, je pense, à Mulan, je crois. J'ai vu ce livre passer de nombreuses fois sur les chaînes Booktube, je n'ai pas encore vu d'avis lecture. J'ai vu beaucoup de présentations de ce roman là, parce que voilà je pense qu'il vient seulement de paraître. C'est une sortie du mois de février. Du coup il n'y a pas encore d'avis. Je me demande vraiment ce que les gens vont en penser. Mais c'est une sortie qui me fait très envie. Donc je l'ai mis dans ma wishlist. Le souci c'est qu'il est un peu cher. Hein. Il est pour tout vous dire à 20 € en format broché et à 15 € en format numérique. 15 € pour un format numérique, je trouve ça trop cher. Donc je sais pas si je vais attendre de voir les avis pour voir si je l'achète ou pas. Il y a un autre livre qui me fait envie, c'est un livre de Marie Vareille. Alors celui-là c'est pas du tout une nouveauté mais il vient de sortir il y a pas longtemps en format poche. C'est le livre Ainsi gèlent les bulles de savon. Et voilà, en fait le format poche me tente beaucoup. Il est à 8,90 € en format poche et à 9,99 € en format Kindle. J'aimerais bien le prendre donc en format papier parce que je me dis que si à un moment donné je décide de faire un salon littéraire et que je rencontre Marie Vareille, je pourrais lui faire dédicacer. Et ça me plairait vraiment bien d'avoir un livre dédicacé, un de ses livres dédicacés. Il y a des chances pour que je la croise parce que j'ai déjà été, quand j'étais à Dunkerque, elle était sur le même salon que moi. Alors je l'ai pas vue, je l'ai pas croisée, mais je sais qu'elle y était aussi. Donc il se peut que ça arrive à un moment donné. Je ne sais pas quand, je ne sais pas en quelle année. Parce que je suis pas prête à refaire des salons littéraires, hein. Ça c'est clair que je sais pas quand je pourrais en refaire, mais voilà, ça va pas arriver incessamment sous peu, ça c'est certain. Mais à un moment donné, un jour, je pense que ça pourrait arriver de nouveau. Donc du coup je me dis j'aurais au moins un livre à lui faire dédicacer. Et ce serait cool. J'ai lu à elle les chaussettes orphelines, je sais plus comment ça s'appelle, quelque chose avec les chaussettes orphelines. Mais je l'ai lu en Kindle, donc du coup celui-là je l'ai pas en papier, mais au moins comme ça j'en aurai un et je trouve ça plutôt cool. Par contre j'ai vu qu'elle a sorti aussi un livre, Le syndrome du spaghetti, et sur Amazon j'ai remarqué qu'à syndrome ils avaient mis un accent circonflexe sur le O. Or à syndrome il faut pas d'accent circonflexe sur le O, c'est une super grosse faute d'orthographe parce qu'il y a plein de gens qui font cette erreur. En fait il faut un accent circonflexe sur le mot symptôme, mais sur syndrome il faut pas d'accent circonflexe. Et enfin moi je m'en souviens parce que quand j'étais à l'école j'avais des cours de terminologie médicale et c'était une faute qui revenait souvent et je me souviens notre enseignante nous rabâchait les oreilles avec ça. Et là j'ai vu que sur Amazon le titre c'est avec un accent circonflexe et ça m'a choquée. Je me suis dit mais c'est pas possible de faire une faute aussi énorme dans le titre d'un livre quoi. Donc voilà, dommage. Alors un autre livre que j'aimerais me procurer cette fois-ci en version papier absolument, c'est le tome 1 de Anne de Green Gables. Donc c'est Anne et la maison au pignon vert, je crois que c'est ça en français. Donc moi je prendrai la traduction moi évidemment, puisque moi et l'anglais ça fait deux.
Et la version papier est tellement belle, la couverture est juste magnifique. Je vois passer cette édition là partout sur Booktube et sur Instagram et j'ai très envie de l'avoir en format papier, surtout que je me dis que ce sont des livres que ma fille pourrait découvrir plus tard aussi. Donc voilà, j'aimerais l'acheter en format papier. Il est à 16,50 € le livre, donc je trouve que ça va encore. Et donc il y a le tome 2, comme je vous disais là tout de suite, des enquêtes d'Anna Swenson. Donc le tome 2 c'est Meurtre et Charlotte aux fraises, donc est à 8,99 € en format Kindle. Et alors le dernier livre que j'ai rajouté c'est Les monstres de Rook Haven de Padraig Kenny. C'est un livre qui me fait très fort penser à Miss Pelgrim et les enfants extraordinaires, voilà, un truc dans le style. J'ai l'impression que c'est un peu le même style de livre et ça me fait très envie. On le voit partout aussi celui-là et j'aimerais avoir la version papier parce qu'apparemment il y a des illustrations dans cette version et donc du coup ça me donne très envie. En format broché il n'est pas encore si cher, il est à 16 €, je trouve que ça va encore, et en format Kindle il est à 10 €. Donc je trouve que 16 € pour un format broché, je trouve que c'est raisonnable. Donc voilà, je me tâte, j'ai vraiment envie de l'acheter celui-là. Il a l'air vraiment bien et il vient de sortir là tout récemment. J'essaie de vous trouver la date de sortie. Ouais, il est sorti le 20 janvier, donc c'est vraiment tout récent. Il est pas très grand, hein. Il est à 372 pages, donc c'est pas non plus un roman énorme. Mais voilà, il est sorti chez Lumen aussi, celui-là. Et il a l'air trop beau et l'histoire a l'air sympa, c'est de la fantaisie et tout, enfin je sais pas, ça m'intrigue bien. Donc voilà, j'ai très envie de l'acheter. On verra si je craque. C'est la première fois que mon chat voit un autre chat. Première confrontation. Ah, il a pas peur, hein, mon whisky. Donc mon petit chat c'est le blanc, hein, si jamais. Ah, il y va. Hein. Bon, j'espère qu'il va pas trop suivre l'autre chat quand même. Mon petit chat sort depuis 2 jours et on l'avait jamais laissé sortir avant. Donc là en fait il va avoir 6 mois le 13 février. Là à l'heure où je vous parle on est le 11 février, donc voilà, j'ai décidé de le laisser sortir, hein, ça fait vraiment 3 jours. Il n'est pas sorti beaucoup jusqu'à présent et là bah, c'est la première fois qu'il voit un autre chat, donc c'est un chat du quartier ici. Moi on le voit souvent en fait passer devant la fenêtre, ils sont souvent en train de se regarder à travers la vitre et là c'est la première fois qu'ils se retrouvent l'un en face de l'autre. Je vous avoue que j'ai peur pour mon chat, j'ai pas envie qu'il se ramasse voilà, un coup de patte ou qu'il se fasse mordre, qu'il saigne et tout, qu'il revienne en saignant. Là il a l'air surtout très curieux en fait, le gros chat est parti et en fait mon chat l'a suivi. Là mon chat est en dessous de la voiture de la voisine, donc il aime bien se mettre là depuis qu'il sort, en fait il va souvent se mettre là. Donc voilà, j'espère juste qu'en fait il va pas suivre le chat très loin, mais en fait c'est le chat de la voisine qui habite juste en face de chez moi, donc voilà, sa maison elle est juste en face, donc je pense pas que ce chat là va s'éloigner très fort. Voilà, apparemment, enfin de ce que j'ai vu, Whisky, donc mon chat ne disait rien, il le regardait mais il disait rien. Par contre l'autre chat faisait quand même des bruits un peu d'alerte on va dire, il a un peu aussi craché voilà, mais c'est tout, ils se sont pas attaqués et je vous dis mon chat il a rien dit, il a pas craché ni rien. Donc voilà, c'est au prochain épisode. Et coucou, je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture. Donc je vous avais quitté sur le tome 1 de la saga, c'est Anna Swenson, je crois que c'est ça, les enquêtes de Anna Swenson, donc qui est un cozy mystery. Donc le tome 1, Meurtre et pépites de chocolat, je l'ai terminé aujourd'hui. J'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé que c'était très chouette, je l'ai lu assez vite, franchement c'est la première fois donc, que je lis un cozy mystery et je trouve ça très sympa. Je pense pas que ça va devenir mon genre préféré mais je trouve ça cool et je pense que je vais en lire de temps en temps.
Il y a par contre un petit truc qui m'a embêtée dans cette lecture et en fait j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. Mais en fait c'est à dire que l'histoire est hyper obsolète. J'ai regardé quand avait été éditée la première version du roman. Et donc je sais pas, c'est traduit de l'américain, je suppose que c'est des États-Unis. Et donc le roman, apparemment de ce que j'ai trouvé, a été édité la première fois en 2006. Ça fait quand même un paquet d'années et du coup il y a certaines informations qu'on nous donne dans le roman qui sont carrément obsolètes. C'est plus du tout des choses qu'on retrouve dans notre quotidien actuel. Par exemple, un gros truc quand même, c'est qu'ils n'ont pas de GSM, de téléphone portable, ils en ont pas. Or, c'est quand même bizarre parce qu'en 2006, on avait déjà des GSM. Moi, je me rappelle, j'ai eu mon premier GSM, j'avais quoi? J'avais 14 ans, donc ça fait 20 ans. Je dirais que c'était ça devait être en 2001, plus ou moins, que j'ai eu mon premier téléphone. Et donc là, on est quand même en 2006 et personne n'a de téléphone portable. Du coup, en fait, c'est bizarre parce que ça rend certaines scènes pas trop plausibles. Vous avez, par exemple, à un moment donné, il y a une scène, je me suis dit, mais c'est vraiment une facilité scénaristique, quoi. La maman de l'héroïne se trouve au centre commercial et elle voit dans une vitrine une bague qui appartient à une famille très très riche de la ville où ils habitent. Et tu te dis, bah si t'avais un GSM, tu ferais peut-être une photo de la bague et tu l'enverrais voilà, avec un petit message en disant t'as vu, ils ont vendu leur bague, ils ont sûrement des problèmes d'argent, c'est bizarre, voilà, t'aurais fait un petit message. Est-ce que t'aurais téléphoné à ta fille pour lui dire? Peut-être, mais peut-être pas là sur place au centre commercial, quoi. Je veux dire, c'est le genre d'infos que tu peux attendre pour donner, il me semble. Mais là, ce qui est pire encore, c'est que donc comme il n'y a pas de GSM, la mère se rend dans une cabine téléphonique dans le centre commercial, donc elle va payer une communication téléphonique pour appeler sa fille et lui dire oh tu devineras jamais, j'ai trouvé la bague de la famille machin dans la vitrine. Pour moi c'est pas du tout plausible parce que personne n'irait faire ça. Enfin je sais pas, tu es dans un centre commercial, tu fais ton shopping, à quel moment tu te dis bon, je vais arrêter mon shopping, je vais aller dans une cabine téléphonique, mettre des petites pièces dans la machine et payer la communication. Bon voilà, moi ça m'a pas du tout semblé plausible. En plus à un moment donné elle dit que voilà elle va raccrocher parce qu'il y a d'autres gens qui attendent derrière la cabine pour passer un coup de fil. Alors déjà les cabines téléphoniques, je sais pas pour vous, je sais pas en France etc, dans les autres pays, je sais pas si ça existe encore, mais en Belgique il y en a plus, ou en tout cas très peu, moi en tout cas j'en ai plus jamais vu. Elles ont toutes été retirées sauf peut-être quelques exceptions, mais ça n'existe plus les cabines téléphoniques. Moi ma fille, je suis sûre si j'en montre une, elle saura pas ce que c'est. Et donc là, ben voilà, il n'y a pas de GSM, c'est encore des cabines téléphoniques, on sait pas prendre de photos, donc c'est toutes des petites choses comme ça. À un moment donné, en fait, j'ai tiqué, je me suis dit, mais ce truc, il a été écrit en quelle année? Parce qu'en fait, l'édition française, elle est super récente, je me demande si c'est pas d'il y a 1 an ou 2 ans que le premier tome a été publié chez nous. Donc en fait le laps de temps entre la première édition en Amérique par rapport à notre édition à nous dans les pays francophones, le laps de temps est super long et je vous avoue que moi j'aime pas trop. Ça me dérange en fait quand je lis un roman qui se déroule il y a peut-être 20 ans parce que du coup il manque des aspects technologiques qui, moi je sais pas, ça me dérange en fait, dans les romans ça me dérange. Un roman qui a été, qui a lieu dans les années 30, dans les années 20 par exemple, ça m'embête pas parce que j'ai pas connu ces époques là et parce que voilà c'était, voilà à l'époque il n'y avait pas de technologie comme on a maintenant et ça me dérange pas. Mais un roman qui a été écrit il y a 20 ans, je sais pas, ça m'embête un peu. En plus là je m'y attendais pas, pour moi en commençant la lecture c'était un roman moderne quoi, qui venait d'être écrit et pas qui avait été écrit, je sais pas s'il a été publié en 2006, on peut se dire qu'il a peut-être été écrit en 2004-2005 et en plus ce que je trouve bizarre c'est que les téléphones portables existaient déjà. Moi j'en ai eu un à 14 ans mais il y en avait déjà avant, c'est parce que ben, voilà, mes parents n'ont pas voulu me donner un téléphone portable tout de suite, ce qui est logique. Mais ça existait déjà quoi, donc je comprends pas, en 2006 il y en avait déjà. Si on avait en Belgique, il devait y en avoir aux États-Unis. Hein. Voilà, je comprends, enfin je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas eu aux États-Unis, d'autant que la Belgique c'est si tu veux un pays microscopique que la plupart des gens ne connaissent pas dans le monde. Donc si on avait ça en Belgique, forcément il devait y en avoir aux États-Unis, pas possible autrement. Donc voilà, mis à part cet aspect là qui peut paraître peut-être anodin,
Ben moi j'ai bien aimé, hein, voilà, j'ai trouvé ça très très sympa. Je vous dis, il y a des facilités scénaristiques quand même, je trouve, mais c'est assez cool. Vous avez aussi, ben là en fait, le premier indice, en fait, tout découle de cet indice là. C'est une trace de rouge à lèvres sur un gobelet. Anna donc découvre ce gobelet avec ce rouge à lèvres qui a une teinte hyper particulière, et elle va aller dans un petit magasin qui vend des produits de beauté dans sa petite ville, et elle va réussir à retrouver exactement quel est le rouge à lèvres, quelle teinte, quel numéro, quelle personne lui a vendu, etc. Ce genre de truc, c'est juste impossible quoi. Mais même en 2006, c'est ça que je trouve aberrant, c'est que même en 2006, t'allais chez Paris XL, Planète Parfum ici en Belgique, t'avais 50 000 sortes de rouge à lèvres. Moi j'allais dans les magasins dits, je me rappelle, t'avais les rouges à lèvres Bourjois, L'Oréal, t'avais 50 000 teintes, t'avais plein de marques. Vous en France, vous avez les Sephora où t'avais plein d'articles de maquillage. Nous en Belgique on n'a pas de Sephora, on n'a pas cette chance là. Mais je veux dire, t'en avais déjà plein, tu pouvais commander par internet. En 2006 tu pouvais commander par internet quoi. Là apparemment t'as une dizaine de rouges à lèvres et c'est tout. Et donc elle a réussi à retrouver comme ça. Et t'as qu'une personne aussi dans la ville qui porte cette teinte, une seule. C'est genre, enfin, pour moi c'est pas du tout plausible. Et ça c'est le premier élément de l'enquête. Et je vous avoue, je trouve ça un peu dommage que ce premier élément de l'enquête soit aussi peu plausible. Mais voilà, à part ça, ça se lit facilement, ça se lit vite, ça se lit bien. C'est agréable, on a envie d'y retourner. Et franchement, je critique, hein, mais j'ai passé un bon moment quand même. Et j'ai envie de lire le tome 2, donc je vais probablement me procurer le tome 2 à un moment donné. Parce que franchement j'aime bien. Donc voilà, par rapport à mon avis sur cette lecture. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous le faites comme ça, que l'histoire se déroule à mon avis début des années 2000 sans que ce soit mentionné? Est-ce que ça vous a embêté ou pas? C'est peut-être moi qui chicane, hein, mais on a tous nos petites préférences et voilà, que voulez-vous. C'est comme ça. Donc je pense que je vais vous laisser ici pour cette vidéo de chronique littéraire. Petit point lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!